Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président du Cercle des économistes. Est-ce que hier soir, vous étiez devant PSG Monaco ou devant Macron contre Bourdin et Plenel? Vous l'avez vu le match de boxe, non pas le match de foot, mais le match de boxe, vous l'avez vu hier soir? J'ai vu évidemment de A jusqu'à Z, fasciné. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la seule différence, c'est dans un cas c'était 7-1, PSG, et dans l'autre cas c'était 7-2. Mais, pour qui? Pour Macron. Ah. Il a... Il est Macron-lâtre, il est turiféraire. Ah, je dois dire que mon enthousiasme avait un peu faibli. Et hier, je me suis dit pendant un quart d'heure, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que le président de la République fait avec... c'est un nouvel exercice qu'on a vu hier soir. C'est un nouvel exercice. C'est un ovni. C'est incroyable. Et la manière dont, en réalité, il a dompté ces deux journalistes, et j'emploie bien le mot dompter, c'est-à-dire qu'il les a obligés à avoir des questions précises, rigoureuses, et pas des espèces d'associations d'idées, d'agglomérations typiques. La colère, évidemment qu'il y a colère, mais vous avez vu la proposition de Plenel, l'idée que tout se résume, tout est pareil, tout est né il y a quelques mois. Tout ça est évidemment factuellement inexact. Et donc la manière dont les choses ont été en réalité recadrées intellectuellement, après on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Macron, mais c'était d'une cohérence et d'une intelligence exceptionnelle. Sur l'ISF, j'ai envie d'en parler avec vous parce que il a cherché à se justifier parce qu'il a été attaqué sur le sujet, sur les 3 milliards d'euros de cadeaux riches, c'est comme ça qu'on lui a présenté, la transformation de l'ISF en IFI. Pour justifier la suppression de l'ISF, il affirme, et je le cite, on l'a gardé quand l'argent est investi dans l'immobilier, mais on l'a enlevé pour tout ce qui était investi dans l'économie. Et il a raison pour le coup, le président, de dire que tout ce qui est pour les investissements hors immobilier, ça sort de l'IFI. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Sauf que quand l'argent, et vous le savez, quand l'argent dort sur un compte bancaire, aujourd'hui, il n'est pas productif, un argent qui dort sur un compte bancaire. C'est d'accord. Mais il n'est pas taxé à l'IFI. L'argent qui partira à l'étranger, ce n'est pas investi en France, pas taxé à l'IFI non plus. Est-ce que son argumentaire, il n'y a pas la limite, une forme de limite ou un caractère trompeur ou fallacieux dans l'argumentaire qui consiste à dire tout ce qui est investi dans l'économie n'est plus frappé de l'ISF? C'est pas aussi simple que ça. Non, bien sûr que c'est pas aussi simple. Mais on va reprendre le sujet de manière très rapide. Non, mais répondez à ma question, monsieur Lorenzi. Je réponds. Vous n'êtes ni Plenel, ni... Non, je vous taquine, voilà. J'ai compris. Mais je trouve, on a un énorme problème de financement de notre économie. Je vous rappelle quand même que toutes nos ETI sont, dès qu'elles commencent toutes nos entreprises commencent à démarrer, hop, elles sont vendues à des Japonais ou à des Chinois ou à des Américains. Que nous avons quand même un énorme problème de développement des entreprises en France. Et donc l'idée est assez simple. Je ne prendrai pas d'ailleurs la suppression de cette partie de 3 milliards d'euros de l'ISF. Mais je rajoute les 30% de la flat tax, auquel j'étais moi, à titre personnel, très attaché. Ouais. Si les flat tax, ça ne touche pas que des riches. Il y a combien de gens qui reçoivent des revenus de l'assurance vie? Il faut être en tranche marginale au-delà de 30% pour que la flat tax soit intéressante, vous le savez ça. Tout le monde n'est pas non plus à la flat tax. Non, bien sûr. Convenez-en. Bien entendu. Mais ça n'échappe pas aussi que, en général, on paye des impôts quand on a de l'argent. Plus on a d'argent, plus on paye d'impôts. Donc, enfin, sauf la tranche supérieure qui, elle, paye généralement très peu d'impôts. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à considérer que l'argent que l'on investit. Alors il y a une partie qui n'est pas investie, c'est vrai, vous avez totalement raison. Il y a une partie d'argent qui dort, il y a une partie d'argent qui s'en va, évidemment. Mais il se trouve que vous avez plus de chances d'avoir de l'argent qui s'investit dans le pays si les gens ont le sentiment que finalement c'est rentable, plutôt que si on leur explique. Donc, je vous rappelle que les calculs que nous faisions tous il y a encore peut-être 2 ans, 3 ans sur la taxation réelle des revenus de l'épargne placée, c'était compris entre 60 et 70%. Pour le taux le plus élevé. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quand même pas très stimulant pour des gens qui ont de l'argent. Non, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. L'idée, en tout cas, c'est de dire qu'il faut être précis. Aujourd'hui, l'argent qui dort n'est pas frappé à l'ISF. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui ne dort pas et vous n'avez pas 100% de l'argent qui peut s'investir. En tout cas, l'idée, c'est que c'est un pari et qui peut d'ailleurs fonctionner. Mais dire que c'est 3 milliards ou 5 milliards, si on rajoute la flat tax, rendus
aux Français les plus privilégiés, dire que ça va s'investir en France, dire que ça va s'investir en France, c'est un pari qui peut d'ailleurs être relevé, hein, mais qui est incertain, qui est aléatoire. Non, il n'est pas aléatoire, il est aléatoire sur son pourcentage. Il y aura peut-être 50% de cet argent qui viendra. Il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de Français ont quitté notre pays, ça c'est des faits, tout simplement parce qu'il y avait un ISF. Et il ne nous a pas échappé qu'on a un problème de financement de notre économie, et que le financement de l'économie se fait à partir de l'épargne de gens, quelque part, qui imaginent que ça peut être rentable. Donc vous avez intérêt, et je rappelle que la flat tax, ça n'est pas 0%, c'est 30%, ce qui est la moyenne européenne. Mais convenez aussi, cher Jean-Hervé, que si cet argent qui est rendu est investi dans une action Apple ou Total, en quoi est-ce que ça va aider l'économie française d'acheter une action Apple ou Total? Très bonnes actions, soit dit en passant. Comme vous l'avez dit, ça c'est vrai, mais... non, mais tout ce que vous dites est vrai, par principe. J'ai levé un lièvre. Non, pas par principe. Mais si, parce que vous êtes très rigoureux dans votre démarche. Mais vous voulez me faire dire, au fond, que l'idée... On aurait pu mieux flécher, en disant, voilà, dans le cadre d'augmentation de capital d'entreprise, dans le cadre pour vraiment accompagner les entreprises qui ont des besoins de financement. Et là, vous avez raison. Je crois que cette théorie du ruissellement est stupide, même dans son expression, sauf qu'il est vrai que, grosso modo, sur une masse de 100 d'épargne, vous avez plus de chances de faire que de l'argent aille vers différentes formes de financement de l'économie, y compris Total. Parce que très bon rendement sur Total, plus 5%. Ouais. Il en a, j'imagine. Hein. Moi, non. mais très bon rendement. Et puis, c'est ce qui a permis à la France d'avoir une des 7 grandes entreprises pétrolières dans le monde. Non, mais vous avez compris où j'en je suis pas. Quant à Apple, c'est vrai que je suis moins enthousiaste, mais c'est notre second sujet. On va en parler tout à l'heure d'Apple, effectivement. Philippe Martinez, votre ami Philippe Martinez, le leader de la CGT, il était hier sur RTL, il disait c'est un président des riches qui est complètement déconnecté de la réalité qui divise les citoyens entre eux sur beaucoup de sujets. Vous répondez quoi? Vous n'êtes pas en accord avec ça? Avec Philippe Martinez? Oui, mais c'est pas nouveau ça. Je dois dire que si je dois me trouver quelqu'un devant lequel je m'incline pour ses opinions et la nuance qu'il y met, ça n'est pas vers lui que je m'inclinerai en premier. Maintenant, c'est un homme qui défend des positions, je les trouve, pour être franc, très excessives. Et quand il dit sur la dette de la SNCF, c'est pas la faute des cheminots s'il y a 47 milliards d'euros de dette, vous savez parfaitement que c'est vrai. Il y a une petite partie, on dit 25%, qui incombe au statut des cheminots, mais les 3/4 sont des décisions passées de la puissance publique, des différents gouvernements qui ont fait plaisir aux barons locaux et qui ont mis des lignes TGV partout. Vous avez parfaitement raison, ça a été souligné. Donc il n'y a pas tort quand il dit ça. Non, mais quand il dit que le soleil se lève à l'est, il a aussi raison. Mais moi, je n'ai rien contre M. Martinez, qui fait très bien son boulot. Il a en plus l'espèce de poigne qui correspond bien. Je ne crois pas qu'il ait une vision de la société française qui soit totalement adaptée. Alors, je reviens un instant. Vous avez parfaitement raison de dire qu'une large partie consiste à ce déploiement de TGV excessive et assez parfois inadapté. Mais il y a même, ne serait-ce que 20%. Il semble que ce soit d'ailleurs beaucoup plus que 50 milliards. Vous avez vu les estimations qui ont été faites, il y a quelques milliards de plus. Disons, on touche quand même 10-12 milliards, qui seraient liés au statut des cheminots, contre lequel je n'ai rien. Moi, j'ai vu la bataille du rail quand j'étais enfant. Je trouve que la SNCF marche bien, mais qu'elle ait besoin de s'adapter, de se moderniser, et qu'on soit en train de discuter, parce qu'on va en discuter, des retraites de garçons et de filles qui prendront leur retraite en 2070 ou 2080, je trouve que c'est quand même... On parle des nouvelles embauches qui ne seront plus sous statut, c'est ça? Je veux dire, je me dis que, au fond, on n'est pas en train j'allais dire, de perturber l'ordre social français. Justement, on finit là-dessus sur la SNCF, en tout cas, le président qui a confirmé que la reprise de dette pourrait se faire, on a compris qu'elle était conditionnée à une meilleure productivité de l'entreprise à partir de 2020. Mais encore une fois, on n'a toujours pas compris quels étaient les plans du gouvernement pour rendre, encore une fois, la SNCF plus productive. On dit toujours qu'il y a 30% d'écart dans les coûts d'exploitation de la SNCF par rapport à ses concurrents européens. Mais concrètement, une fois qu'on a changé le statut, qu'est-ce que ça change pour qu'il n'y ait pas 3 milliards d'euros tous les ans de pertes ou de surcroît de dette à la SNCF? Il y a déjà cette idée que dont la moitié, c'est les frais financiers. La moitié, c'est 1,5 milliard de frais financiers. Donc, si vous enlevez votre 1,5 milliard, on ne va pas l'enlever comme ça. Ouais. Mais disons qu'à terme, on enlève 1,5 milliard de paiement d'intérêts, vous améliorez déjà les résultats. Par ailleurs, il est clair que ce qu'a rajouté le président,
je ne vais pas apparaître comme une sorte d'idolâtre de Macron. Mais vous êtes le ventriloque de personne, n'est-ce pas? Voilà, mais je trouve que quand il dit des choses qui sont justes, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas qu'elles sont justes. Si on investit, on peut réinvestir, notamment sur la sécurité, sur la solidité du réseau qui a été abandonné. Il ne vous a pas échappé que très souvent, il y a des retards, très souvent, on a une impression de détérioration. Que quand il y a une détérioration d'un service public, c'est pas lié au que les mots, on peut tout à fait, vous avez vu, personne ne parle plus de client, mais on parle d'usager. L'usager puisse être plus respecté parce qu'on va finalement investir sur le réseau. Je trouve tout ça est du simple bon sens. Qu'on puisse améliorer ce qu'on demande à n'importe quelle entreprise. La productivité, comment est-ce qu'on fait de la productivité? En quoi le changement de statut, ça permet quoi? Allez, plus de polyvalence, la même personne peut faire différents postes en fonction des besoins, c'est ça? C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises au monde. Mais pas la SNCF. Et c'est le statut du cheminot qui l'empêche. Mais la SNCF a déjà beaucoup changé. Quand je vois la manière dont les contrôleurs aujourd'hui se présentent, la manière dont s'organisent finalement, ne serait-ce que des problèmes de sécurité qui sont très très bien traités par les problèmes de la SNCF, je me dis que ce qui est fait, arrêtons d'appeler, on a toujours l'impression quand on parle d'un sujet qu'on est en train de changer la face du monde, mais rendre la SNCF un peu plus productive, comme toutes les entreprises. Toutes les entreprises à un moment peuvent être un peu plus productives. Ouais. Après, est-ce qu'il y avait urgence à le faire aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment pour la France, alors qu'il y a plein d'autres sujets? Non, mais pardon, il y a la question de la dette française. Encore une fois, on sait que le déficit va se réduire, mais grâce au retour de la croissance, c'est les recettes fiscales qui augmentent plus vite que la croissance. Mais sur la dépense publique, rien n'est fait. Tout est devant. Vous le savez, c'est pas vous que je veux l'apprendre. Vous êtes comme Plenel, vous changez de sujet. Non, c'est lié. On dit, est-ce qu'il fallait faire tout de suite par ordonnance la SNCF alors qu'il y a d'autres sujets prioritaires? Le désendettement de la France, c'est un vrai sujet. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même plusieurs accidents. Je vous rappelle qu'il y a eu des pannes absolument géantes d'informatique. Enfin, est-ce que vous, dans un pays qui est très fier de ses infrastructures, car nous sommes très fiers, quand on dit oui, certes, il y a beaucoup de difficultés en France, mais nous avons, et à juste titre, des infrastructures exceptionnelles, nos autoroutes, nos ceci, nos cela. Et notre réseau de chemin de fer, avec notre TGV. Vous avez vu combien d'heures se sont écoulées avant que des pannes informatiques soient résolues? Montparnasse notamment. Montparnasse, ça a pris quasiment 2 jours. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez un problème, pourquoi vous ne le résolvez pas? Pourquoi vous ne le posez pas? Le problème de la SNCF est effectivement un problème, à mon avis, qui était important de résoudre. Mais ça ne veut pas dire de transformer la SNCF de manière massive. Ça veut simplement dire qu'on peut améliorer le dispositif. Bon, on va parler, il nous reste encore quelques instants, Jean-Hervé Lorenzi, pour parler des marchés. On aime les marchés ici sur Boursorama. Ils sont volatiles depuis maintenant plusieurs mois. On sent les investisseurs qui sont prudents, qui sont attentistes. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? C'est quoi? Parce qu'on a plein de choses. On a les menaces de guerre commerciale avec des hauts et des bas en fonction des tweets, des retweets et des sous-tweets. On a les valeurs techno qui sont quand même très très chahutés, qui étaient adulés hier, avant-hier, qui maintenant sont un petit peu, des investisseurs qui sont un petit peu en proie au doute. On a la Fed qui commence à resserrer. Les marchés ont baissé, mais elles continuent de resserrer. Vous avez 4 raisons, vous avez 4 raisons d'inquiétude. Et je vais les prendre l'une après l'autre. La Fed, l'idée qu'il peut y avoir une augmentation très forte des taux d'intérêt. C'est ce que les investisseurs commencent à pricer. Vous me demandez mon avis, je n'y crois pas. Je crois que tout le monde est suffisamment malin pour annoncer des évolutions très fortes. Tout le monde est suffisamment subtil pour comprendre qu'on rentre. La Fed va se renier, c'est ce que vous nous dites? Non, elle va faire des petites augmentations de 25 points de base. Gentiment, on va arriver. Vous avez vu qu'on a rebaissé les taux d'intérêt américains à long terme, à 10 ans. À long terme, à 10 ans. Personne ne veut passer d'un dispositif. Non, mais c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça traduit, ça, Jean-Hervé Lorenzi? On a une Fed qui dit 25 centimes, déjà une première fois de hausse de taux. Encore, a priori, 3, donc 4 dans l'année. Et on a des taux longs qui, eux, baissent. Qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça traduit le fait qu'on maintient une pente très faible des taux d'intérêt. Et historiquement, qu'est-ce que ça traduit, ça, en général? Ça signifie qu'il n'y a pas... Non, ça signifie que on est parti sur un monde dont la croissance sera peut-être un peu moins forte, en dépit de ces 2 dernières années et peut-être des 18 mois qui viennent, et que, dans la réalité, il y a beaucoup de difficultés qui nous attendent, et notamment...
vraisemblablement un ralentissement de la croissance des pays occidentaux. Donc on ne maintiendra pas des croissances. La croissance a déjà diminué. Souvenez-vous, les États-Unis, c'est 3,5. On s'est esbaudi devant les 2,7 et c'était très bien. Et 2,7 encore, 2,7, c'est la présidente de la Fed en 2018. Pas sûr qu'on les fasse. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans tous les paramètres qui, pour aujourd'hui, sont un peu comme une épée de Damoclès au-dessus des marchés? La technologie, je pense que... Pourquoi? Parce qu'elles sont... Il y a un avant, un après? Elles sont très attaquées et qu'elles ont tellement, j'allais dire, poussé leur feu dans tous les domaines. Si vous les prenez toutes, Amazon est attaqué directement par le président des États-Unis pour toute une série de raisons. J'ai découvert que Google avait été attaqué parce qu'ils font une pub pour les moins de 13 ans qui est attaquée. Facebook... pas la peine d'y venir. Non. Apple est quand même très, j'allais dire, peu mobile sur son nouveau smartphone, l'Apple 10, le smartphone 10, qui pose problème. Donc on voit bien que ce qui apparaissait comme les géants et l'avenir de l'humanité, ce sont de très belles entreprises, mais c'est pas tout à fait la truc. Et deuxième sujet, c'est quand même la bagarre commerciale mondiale, qui ne fait que commencer, mais qui est véritablement le risque le plus important. Le pari des marchés aujourd'hui, c'est que ça se finira bien. Sinon, ils ne seraient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous m'y autorisez, il me semble que le consensus est le suivant. On a des bons résultats microéconomiques, on a une bonne croissance mondiale, et on va quand même avoir un moment, pour les plus optimistes, une correction, pour les plus pessimistes, une vraie difficulté sur les marchés financiers. Dû à quoi alors ? Donc on est au devant de déconvenues, à vous écouter. On a 4, non, on est au devant d'une correction, on a 4 raisons. C'est quoi une correction? C'est 5, 10, 15, 20, 25 C'est ce que vous l'avez eu en février. Donc on est parti dans des dispositifs de volatilité. À un moment, est-ce que c'est de la volatilité parce que ça se rétablit à toute allure, comme ce fut le cas au mois de février et au mois de mars, ou est-ce que c'est des choses plus longues? Mais il y a quand même cette idée que les tensions qu'on voit apparaître sur la technologie, sur les taux d'intérêt, sur le commerce international, ça donne le sentiment qu'à un moment, et sur la géostratégie... Et ça donne le sentiment qu'à un moment ou à un autre, ça jouera sur les marchés. Ça jouera sur les marchés? Oui, bien sûr. Pour pas trop de risques, là. Que ça jouera sur... non, mais... Je dis que le consensus que j'entends de la part de tous les gérants différents... est trop optimiste. C'est que... il n'y a pas de risque demain matin que nous aurons une correction à un moment un peu plus sévère que précédemment. Donc 2018 peut très bien être, on va dire, sonner la fin de 10 ans de marché haussier. Non mais vous avez du recul, vous en avez vu des marchés haussiers, des marchés baissiers. On a 10 ans de marché haussier, c'est pas aberrant. Les cycles ne sont pas morts. Est-ce que vous avez vu à quel point j'allais dire, la tension des mots pour le moment, des mots en matière de guerre commerciale et derrière ça en matière de taux de change, c'est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a connu depuis Mais il n'y aura pas un deal entre les deux, entre Xi Jinping alors, les Européens, et Trump? Il n'y aura pas un deal derrière? Ils montrent leurs muscles les deux et au final ça va se solder par un accord? C'est le scénario des marchés que je prends. Oui. Mais moi, je crois plutôt en l'Europe. Donc, vous voyez, je crois que lorsque je regarde les résultats des différentes grandes maisons de gestion, ceux qui se sont beaucoup aventurés aux États-Unis ont quand même payé le prix de la baisse du dollar. Donc, la réalité, c'est que leurs résultats ne sont pas exceptionnels. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, nous sommes à 0%. Donc, on est quand même dans une période qui n'est pas une période aussi favorable que ça. Et j'ai cette vision très optimiste sur l'Europe parce qu'elle est très résiliente, elle est calme, elle est solide, elle a une bonne banque centrale qui va, à mon avis, ne pas bouger sa politique monétaire de manière très significative dans les mois qui viennent. Et donc je suis dans... On verra. Oui, il y a un changement de président, ça peut jouer sur de la BCE, ça peut... Oui. Vous faites du people. non. Un changement de président peut effectivement altérer ou modifier je ne crois pas que ce sera. Je ne crois pas que la Banque centrale européenne changera de manière très significative sa politique dans les mois qui viennent. C'est la force de l'Europe. Je pense en 2019. Oui. Non, mais je suis capable de gérer même à 18 mois. et donc, j'y rajoute le fait qu'au-delà des changements de personnalité, nous sommes un havre de paix. Je crois d'ailleurs que peut-être que même dans la technologie, l'Europe je vais dire, très en retard sur la création de Facebook ou de Google. Donc on peut se dire. Peut-être peut
à l'occasion de ce dont on nous parle beaucoup, c'est l'intelligence artificielle qui est une vraie rupture, qui est très compliquée. Ce n'est pas du simple numérique. Je peux très bien revenir dans la course. Donc en réalité, mon discours est un discours très optimiste sur l'Europe. Je crois que l'Europe est pour la décennie qui vient, la partie du monde la plus solide. Il faut le souhaiter. On termine juste là-dessus. Donc à vous écouter sur les marchés, on est au-devant d'une période de turbulence. Bien sûr. C'est une évidence. Tout le monde le pense. Vous me dites c'est le scénario des marchés. Tout le monde sait que mais de consolidation à correction, il n'y a qu'un pas que moi je ne franchirais pas. Mais que... Non, je ne le franchis pas non plus. Je vous dis, à un moment que on est dans une situation où on a eu ces 9 années ou 10 années de croissance des marchés. Ça veut dire que vous vous souvenez de cette formule, ça ne remonte pas jusqu'au ciel. Deuxième aspect, vous avez toute une série de phénomènes très nouveaux. Attaque de la technologie qui a quand même beaucoup poussé sur les marchés, problème de tensions commerciales, problème de tensions géostratégiques, évolution des politiques, en tout cas de la Fed. Tout ça me fait penser qu'à un moment déterminé, mon histoire, vous avez la gentillesse de me rappeler que je n'étais pas un jeune gars de bureau. C'est pour ça qu'on vous aime aussi, c'est parce que vous avez du recul sur les choses, mais pas le nez collé comme ça à l'écran. Je ne crois pas un instant que lorsque vous changez simultanément 4 paramètres, vous n'en avez pas un qui à un moment vous pose un problème. Ça me paraît. On vient d'évoquer l'idée de sanctions qui pourraient avoir lieu sur la Russie, sur les exportations de pétrole. J'entends hier le chiffre, il faut le vérifier, mais que ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole de 50 $. Ça me paraît très excessif, mais de plusieurs dizaines de dollars. Je veux dire, vous changez complètement le marché de l'énergie. On change l'équation. Et ça c'est une affaire qui peut avoir lieu en quelques jours. Merci donc Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. C'était votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Jean-Hervé.